Salut tout le monde et bienvenue dans Bruxelles Inside, le podcast en direct du Parlement européen. Aujourd'hui avec Julien, sujet spécial Mercosur, ce traité de libre-échange qui a fait grincer pas mal de dents, notamment en France. C'est parti, on y va. Salut Julien. Salut. Bon de retour finalement dans ton bureau. On y était plutôt bien la première fois. On a rajouté, t'as vu de la petite déco là. J'ai rajouté les petits langages toulousains, la chocolatine et tout. Particulièrement cette planche, alors, effectivement. On a du budget, ça y est. Il nous manque plus que le clap là que j'avais dit au premier épisode. Bon, aujourd'hui sujet sur un traité de libre-échange que tu as vécu à l'intérieur du Parlement européen. Ça a fait, comme je l'ai dit, grincer pas mal de dents. C'est le traité sur le Mercosur, donc traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Est-ce que tu peux nous résumer vulgairement ce que c'est pour celles et ceux qui nous rejoindraient et qui ne connaîtraient pas du tout l'histoire? Et comme tu l'as dit, le traité de libre-échange du Mercosur est un traité entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Mais comme tu m'as demandé de vulgariser, le Mercosur, c'est quoi? En fait, essayer de mettre le Mercosur en une phrase, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est en gros vendre les voitures allemandes et sacrifier l'agriculture française. Voilà, si on veut résumer l'accord du Mercosur. Et donc, effectivement, c'est un sujet qui a cristallisé énormément de discussions et d'échanges ici au Parlement européen, mais aussi dans nos rues en France et autour de la Commission européenne à Bruxelles et du Parlement européen à Strasbourg. Ouais, toi, tu étais vachement engagé avec les agriculteurs sur le terrain. On y reviendra tout à l'heure. Donc, comme tu l'as dit, on vend les voitures allemandes contre, en fait, ça c'est de ton côté un peu partial qui parle, mais contre en fait les bovins sud-américains. C'est un peu ça le traité, le traité de libre-échange. On va en parler, on va y revenir tout au long de l'émission. Vous allez voir, vous allez au fur et à mesure comprendre évidemment. Concrètement, ce traité de libre-échange, dans mon assiette, moi français, qu'est-ce qui va changer en fait? Il va changer beaucoup de choses puisque ce traité va permettre justement l'importation de nombreux produits qui ne respectent ni nos normes, ni nos normes notamment sanitaires, puisque l'Amérique latine notamment pratique le bœuf au javel, les poulets aux hormones, des produits de l'alimentation avec des pesticides interdits en France et au sein de l'Union européenne. Donc c'est une concurrence déloyale, directe, avec nos exploitations agricoles européennes et nos agriculteurs français. Donc, qu'est-ce qui va changer? Il va changer qu'effectivement, une nourriture de moins bonne qualité, mais il va aussi changer de manière générale par la mort de l'alimentation européenne et surtout la perte de notre souveraineté alimentaire. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on dénonce, c'est une espèce de concurrence déloyale, c'est-à-dire qu'on a des agriculteurs, en gros, qui ont le droit, c'est la fête aux cacahuètes, on élève des bovins sans respecter les normes sanitaires qu'on impose à nos agriculteurs en France, ce qu'on leur donne à manger, alors que nous, en France, on est obligé de faire attention aux moindres petits trucs. Donc forcément, d'un côté, on va baisser les prix, de l'autre, évidemment, la viande française qui est de très bonne qualité, mais forcément sera plus chère. Et donc, dans les assiettes de certains Français, ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir de la viande française, ils vont s'orienter de facto en fait vers des bovins, vers de la viande sud-américaine, pas chère mais pas géniale, quoi. C'est pour cela que nous demandons effectivement le principe de réciprocité. Donc dans le cadre de traités de libre-échange et d'importation de produits, notamment alimentaires, qu'ils respectent les mêmes normes qui sont imposées à nos agriculteurs européens et français. C'est la moindre des choses. Il en va, encore une fois, pour la sécurité et alimentaire des consommateurs, mais surtout pour sauver notre agriculture. Oui, parce qu'en gros, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler du Mercosur, mais il n'y a pas que le Mercosur à mettre en cause dans l'histoire, puisque on a évidemment, par exemple,
en France la concurrence des Espagnols sur les tomates, par exemple. Les Espagnols qui, eux, se plaignent de la concurrence des Marocains, des tomates marocaines. On Alors a là, les lentilles du là, Canada, tu vois. tu mets le doigt effectivement dans l'engrenage du système de l'Union européenne et la Commission européenne qui veut tout chambouler en Europe et dans le monde, puisque nous avons aux manettes des fédéralistes européens et des mondialistes, et où le concept de nation et de frontière est un concept qui est démodé pour eux, alors que de notre côté, c'est une vision moderne des choses. Il y a dans cette vision, comment dire, un principe qui veut que l'Union européenne fixe des normes imposées à tous les agriculteurs européens, dont les Français. Le seul problème, c'est que ça rajoute la bureaucratie française et la politique française, où le principe du laver plus blanc que blanc, être les meilleurs élèves, où il y a donc la surtransposition française. Et donc, quand une règle européenne doit s'appliquer en Europe, la France l'applique immédiatement et rajoute à cette norme des normes qui, ce surplus de normes, n'est pas appliqué forcément et mis en place dans les autres pays d'Europe. Et donc, ce que tu évoquais, cette concurrence déloyale au sein même du marché européen, au sein même de l'Union européenne, sans rentrer dans les principes de traités de libre-échange comme le Mercosur, fait que nos agriculteurs français, et notamment mes agriculteurs du Sud-Ouest et d'Occitanie, sont en concurrence déloyale directe avec des agriculteurs et des producteurs espagnols, notamment avec l'Espagne voisine, qui est un gros pays producteur, puisqu'ils n'ont là aussi pas les mêmes règles environnementales et même la possibilité d'utiliser certains produits ou pas. Et donc là, avec le Mercosur, c'est une étape supplémentaire, c'est-à-dire que même les Espagnols, par exemple, sont eux aussi en concurrence directe avec les pays d'Amérique latine qui ne respectent encore moins les règles. Bon, quand bien même les Espagnols auraient les mêmes règles sanitaires qui leur auraient été imposées par la Commission et par Bruxelles, ils ne les respecteraient pas forcément toutes, du moins pas au point que les Français s'imposent à les respecter, quoi. Parce que oui, comme tu dis, les Français, on est les meilleurs élèves, plus blanc que blanc. Donc tu parlais de surtransposition de normes, c'est un peu, alors c'est dans l'agriculture, mais pas que, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est plus global que ça. C'est plus global que ça, puisque nous avons des politiques qui, comme je te l'ai dit, veulent être les bons élèves de l'Union européenne, donc appliquent les consignes, appliquent les règles, mais en plus des règles et des consignes fixées par la Commission européenne, rajoutent des contraintes supplémentaires. Donc en fait, ça nous met, autant effectivement dans le domaine agricole que dans tous les domaines, ça nous met en concurrence directe dans tous les secteurs, agricoles et les autres, avec l'entièreté des pays du monde. Bon, maintenant qu'on en sait un tout petit peu plus sur le Mercosur, et encore une fois, on va y revenir tout au long de l'émission, donc pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne connaîtraient pas bien ce traité de libre-échange, vous allez au fur et à mesure en apprendre, on va voir après le côté positif de la chose, parce qu'il y a du négatif certes, il y a du positif, on va en parler, tu nous diras si la balance est équilibrée ou pas. J'ai ma petite réponse évidemment, mais le Parlement a bloqué ce traité, l'accord. Le Parlement a bloqué l'accord en saisissant la Cour de justice européenne, mais le traité est quand même appliqué. Et ça, c'est un truc de fou, ça. Et oui, le Parlement européen reçoit la légitimité des urnes, reçoit la légitimité des citoyens et des peuples d'Europe. La Commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen, non. Le seul problème, c'est que aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui fait la loi et qui décide et qui impose sa vision. Tu as précisé qu'effectivement, le Parlement européen, donc les députés, dont je fais partie, nous avons le 21 janvier 2026 voté au Parlement européen la saisine de la Cour européenne de justice pour justement les solliciter sur la légalité de ce traité du Mercosur. Le problème, c'est que même si
nous avons saisi la Cour européenne de justice. La Commission européenne n'est pas bloquée dans la mise en application du Mercosur. Donc, même si nous avons, nous, élus, saisi la Cour de justice, le Mercosur, lui, et à l'heure à laquelle nous parlons, est en application. Et donc, pour vous donner un exemple, de manière générale, le Parlement européen, c'est plus de 700 députés. Ce vote a été un vote crucial. Et sur le précédent podcast, je parlais justement de la négociation permanente au sein du Parlement européen. Il est important, je pense, de préciser que ce vote est passé à 10 voix près. C'est-à-dire que le groupe des Patriotes s'est mobilisé contre le Mercosur et pour justement saisir la Cour européenne de justice pour bloquer le Mercosur sur une voie juridique. Nous avons été 300, je crois que c'était 334 députés à voter pour la saisine et 324 contre. Donc ça s'est joué à 10 voix près. Il faut savoir que 11 députés se sont abstenus. Mais heureusement que justement le travail que nous avons fait, nous, députés du Rassemblement national et du groupe des Patriotes pour l'Europe, pour soutenir justement la saisine de la Cour européenne de justice, a permis justement cette voie juridique qui n'était pas forcément jouée d'avance. Et on le voit, le résultat du vote le prouve. Donc c'est un combat de tous les jours. Aujourd'hui, la Cour européenne de justice est saisie. Nous attendons, j'espère le plus rapidement possible, le retour sur justement la légalité de ce traité de libre-échange pour justement permettre de mettre Ursula von der Leyen à défaut. Il faut savoir, ça va te plaire, c'est une petite anecdote. J'adore voir. Il faut savoir que quand ce vote est passé au Parlement européen, quand Ursula von der Leyen a vu le résultat de ce vote, l'impératrice de l'Union européenne était hystérique de voir que des députés avaient osé contredire sa décision et aller à l'encontre de la volonté de la Commission européenne. Et alors, vous vous êtes fait fouetter ? Et limite, je sais de sources sûres que notamment ces députés du PPE ont passé un mauvais quart d'heure car elle est allée leur expliquer sa façon, sa vision et sa façon de voir les choses. Donc, là aussi, les députés reçoivent la légitimité des urnes, les députés sont au contact du terrain, nous sommes au contact du terrain et nous défendons les agriculteurs par tous les moyens. Mais puisque on est dans une émission, voilà, aujourd'hui Bruxelles Inside, dans les coulisses du Parlement européen, là je rappelle, on est dans ton bureau au Parlement européen, au 5e étage, voilà, si vous voulez venir nous apporter des bonbons. Sachant que tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts. Sur le Mercosur, il y a des pays qui étaient hostiles de fait au Mercosur, il y a des pays qui étaient pour. Par exemple, les Espagnols, ils étaient pour. Les Espagnols, ils sont justement dans notre couloir là. Qu'est-ce que, avec le groupe, avec la délégation Rassemblement National au Parlement européen, qu'est-ce que vous avez fait pour convaincre des gens qui de base n'y étaient pas hostiles à voter contre ? C'est-à-dire, est-ce que tu es allé voir les Espagnols après la sieste ? Oh, ça va, on peut rigoler. Est-ce que tu es allé voir les Espagnols pour leur dire, bon, voilà, je vous explique pourquoi nous y sommes hostiles, c'est important que vous votiez contre parce que ça va tuer notre agriculture et vous, même si vous pensez que c'est bien pour vous, à terme, ça peut être négatif. Comment ça s'est passé ? Alors, je rêve quand même les clichés de Thomas Martinez sur les Espagnols, mais tu es libre comme je suis libre sur les Italiens. Voilà, non, mais ça va, on a le droit. On a le droit. Donc, simplement, nous avons discuté avec nos alliés espagnols, nos alliés de Vox. Effectivement, l'Espagne est un pays relativement favorable au traité avec le Mercosur parce qu'historiquement, l'Espagne commercialise et commerce avec les pays d'Amérique latine. C'est normal, c'est la suite logique de leur histoire. Mais aujourd'hui,
En 2026, la situation est bien différente. On n'est plus du temps des années 1600, 1700, etc., Mais il y a un lien où fort entre eux, en tout où il cas. y avait un lien fort, un commerce régulier. Aujourd'hui, l'Union européenne et l'ensemble des pays européens sont confrontés, voilà, suite à ces années de mondialisation, à une perte justement de nos souverainetés, à un décrochage sur l'alimentation, sur l'agriculture, dans l'industrie, dans tous les domaines. Et donc justement, quand nous sommes souverainistes et patriotes, notre objectif est de retrouver nos souverainetés. Et ça passe par là. Et donc justement, le fait d'être farouchement opposé au traité de libre-échange, qu'il soit du Mercosur comme tous les autres traités de libre-échange, nous permet de pouvoir retrouver nos souverainetés. Et c'est ce que nous avons justement discuté et échangé avec nos alliés, qu'ils soient notamment des pays de l'Est, mais aussi donc espagnols, italiens ou autres, en leur disant voilà la situation. Nous sommes, nous Français, directement confrontés à ce problème, mais ce problème peut aussi être le vôtre demain. Et ils ont pris conscience de cela. Et on a vu lors des manifestations autour de la Commission européenne à Bruxelles, autour du Parlement européen à Strasbourg, on a vu l'intersyndicale COPA-COGECA, donc l'intersyndicale européenne des agriculteurs, qui s'est mobilisée contre le Mercosur et où nous retrouvions des Français, où nous retrouvions des Italiens, des Espagnols, etc. Donc les agriculteurs, eux, ont pris conscience du danger que représente le Mercosur par rapport à leur activité. Et il fallait justement permettre à ce que les politiques prennent conscience de cela. Tiens, en parlant des politiques, là, en France, Macron nous a fait du en même temps. Je suis pour, mais en fait je suis contre, puis je suis pour, puis je suis contre. Le gouvernement a dit qu'ils ont tout fait, mais tout fait pour empêcher ce traité d'être ratifié. Toi, depuis le Parlement européen, est-ce que tu as vraiment vu Valérie Ayé s'agiter dans les couloirs du Parlement, dossier à la main, tentant de bloquer tel un chevalier ce traité, ou pas du tout? Je vais te dire, les macronistes ont fait du macronisme. Voilà. Ils ont parlé, 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 et encore parlé, sans jamais agir. Les macronistes, comme d'autres politiques, hein, on les connaît maintenant depuis plus de 50 ans en France, ils tiennent un discours sur le terrain, quand ils y vont, et ils ont un autre discours et surtout un autre vote quand ils sont dans les assemblées. Et Emmanuel Macron, on le connaît. Qu'est-ce qui caractérise Emmanuel Macron? C'est le fameux « en même temps ». C'est sûr Voilà. que oui. C'est connu partout en France et c'est même connu partout en Europe et dans le monde. Voilà. Donc le fameux « en même temps », c'est aussi fait ressentir sur la question du Mercosur, où naturellement, quand il y avait la ruralité et la campagne qui s'embrasait avec les manifestations des agriculteurs, il indiquait qu'il était plutôt hostile au Mercosur, notamment quand il est allé voir les agriculteurs au salon de l'agriculture pour éviter de prendre des œufs, de la farine et de faire des crêpes. Mais par contre, quand il est dans des instances internationales, à la Commission européenne, etc., il est plutôt pour. Ce qui a donné lieu, effectivement, à un vote, on va dire, d'abstention, qui est un vote absolument pas courageux et absolument pas attendu. Oui, parce que la France a voté, on le rappelle, la France s'est abstenue, c'était au Conseil, c'est ça? Au Conseil. Au Conseil sur ce traité-là, alors que de base Macron avait dit on va voter contre, puis finalement il s'est abstenu en disant que de toute façon ça va rien changer s'ils avaient voté contre. Mais moi la question que j'ai envie de savoir c'est, attends, est-ce que c'est vrai que la France, qui est deuxième contributeur net, et moi on m'a toujours dit celui qui paye, celui qui décide. Donc je pose une question. Est-ce que c'est vrai que celui qui paye, donc la France, n'a pas le pouvoir de décider un peu? Il y a déjà la réponse dans ta question. Ouais, c'est rhétorique, quoi. Oui, tu as précisé que la France est le deuxième contributeur à l'Union européenne. C'est la deuxième puissance de l'Union européenne. Économique. La deuxième puissance économique, pardon. Première puissance militaire. Exactement.
la France verse au budget de l'Union européenne 26 milliards par an. Elle en récupère 16 milliards, PAC incluse. Donc nous perdons dans l'addition 10 milliards. Oui, parce que pour ceux qui connaîtraient pas un peu le filon de, je vais pas dire de cette arnaque, mais bon, c'est comme si je te Ce donnais, n'est pas un bon placement. voilà, c'est comme si je te donnais un billet de 10, toi tu me rendais 5 euros et tu me disais, bah t'as vu, je te régale quand même, je te donne un billet de 5. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Voilà. Pour résumer vulgairement. Mais tu as très très bien résumé. Et donc effectivement, quand on est dans cette position, et qu'on est quand même la France, bon, on est dans une position, on est dans un siège où normalement sa voix compte. Sauf que, encore une fois, la Macronie a tout détruit. Et Emmanuel Macron a même réussi cet exploit de détruire la portée de la voix et la puissance de la voix de la France. Mais alors, donc oui, la France aurait dû, la France doit, la France devra retrouver une voix, devra taper du poing sur la table quand il sera utile et dans l'intérêt de la France et des Français de taper du poing sur la table. Donc, dans le cadre du Mercosur, pour sauver l'agriculture française, Emmanuel Macron aurait dû taper du poing sur la table, aurait dû affirmer la position française, qui affirmait une ligne rouge, et avec un autre président de la République en 2027, cette question-là ne serait pas passée. Mais il aurait dû. Mais est-ce que, tout simplement, s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il valide, en fait? Est-ce que c'est pas comme ça sur tous les sujets? Moi, on me dit toujours, on peut pas. Bruxelles impose. Mais attends, Bruxelles impose, ok, mais est-ce que c'est pas tout simplement nous qui, idéologiquement, sommes d'accord avec Bruxelles, en fait? Parce que on en parlera dans les podcasts précédents, mais par exemple, on fait une petite aparté sur l'immigration, par exemple en Hongrie. Les Hongrois qui prennent des amendes de la part de la Commission. La Hongrie qui est un petit pays et qui arrive à résister sur ce sujet-là à Bruxelles. Donc pourquoi nous, la France, on n'arriverait pas... Si on ne résiste pas, c'est qu'on valide en fait. C'est une question de volonté. Voilà. C'est une question de volonté politique. Oui, bien sûr. Quand on veut, on peut. Ah oui, mais sauf que Emmanuel Macron et tous ses acolytes, parce qu'on cible beaucoup Emmanuel Macron, qui est le chef de l'État, mais de manière générale, c'est toute la Macronie. De manière générale, c'est toute la Macronie et ses alliés. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier tous ceux qui ont participé aux différents gouvernements successifs, qu'ils soient de Lecornu, de Retailleau, de Édouard Philippe, etc., etc. Ne dis pas à Retailleau qu'il a participé au gouvernement parce qu'il va te dire que c'est pas vrai. Oups, pardon, excusez-moi. Mais oui, il faut quand même le rappeler. Donc, tous ces gens-là ont failli. Ils ont failli, mais pour nous, parce que nous ne partageons pas la même vision, parce que nous ne partageons pas tout simplement la même volonté. Eux, leur volonté et leur vision, ce qu'ils défendent, c'est justement le fédéralisme européen et le mondialisme. De défendre la mondialisation, qui est un échec, on le voit. Depuis les années 90, que la mondialisation a détruit le continent européen, a détruit nos nations, a appauvri, asséché l'économie de nos nations, on fait tous le constat dans nos territoires que c'est un échec. Sauf que les dirigeants qui ont mis en place justement ces mesures, cette vision politique, sont toujours aux responsabilités. Donc c'est toujours pareil, on revient à la même chose. Ils valident en fait. Il faut que les électeurs se déplacent au moment des élections et changent de politique pour pouvoir changer la politique. Rendez-vous le 18 avril et le 2 mai pour les premiers et seconds tours. On va glisser tranquillement vers la dernière partie de notre entretien. On le rappelle, hein, Bruxelles Inside, on est disponible partout sur YouTube, Apple Podcast, Spotify. Voilà, on vous accompagne tranquillement peut-être sur la route des vacances, direction la Bronzette sur la Côte d'Azur, en écoutant un petit podcast politique comme on les aime.
je veux pas paraître complotiste, mais j'ai quand même l'impression que le Mercosur en fait partie évidemment, mais que sur beaucoup de traités de libre-échange négociés et signés par Bruxelles, j'ai quand même l'impression qu'il y a un pays qui en bénéficie toujours un peu plus que les autres. Est-ce que c'est pas le pays qui fait des voitures, par exemple? Est-ce que c'est pas un pays qui mange de la saucisse de Francfort? Est-ce que c'est complotiste de dire que l'Allemagne, j'ai l'impression que l'Allemagne bénéficie beaucoup de tous ces traités quand même? Est-ce que c'est un lien avec le fait que la présidente... De manière générale, l'Allemagne s'en sort mieux, même si depuis quelques années, c'est plus tout à fait vrai. Oui, mais depuis le départ de la construction de l'Union européenne, l'Allemagne s'en sort mieux que les autres pays. L'Allemagne tient les ficelles. On le voit sur différents secteurs. Et effectivement, je l'ai dit au début de notre entretien, le traité de libre-échange du Mercosur, comme tous les traités de libre-échange, c'est comment mieux vendre les voitures allemandes, comment développer l'industrie et l'économie allemande, au détriment des autres industries, au détriment des autres économies, des autres nations. Et je le répète, mais le Mercosur, c'est mieux vendre des voitures allemandes et sacrifier l'agriculture française. Je pense qu'il faut retenir cela qui contextualise ce qu'est le Mercosur. Oui, parce que on rappelle quand même que dans ce traité de libre-échange, et on va parler dans moins de 5 minutes des raisons d'y être peut-être favorables, mais on rappelle que dans ce traité, il y a la suppression quasi totale des droits de douane entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Donc c'est vrai que les voitures allemandes vont être exportées dans ces pays-là en ayant des droits de douane quasiment, je crois que c'est, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est moins de 10%, à zéro. Donc c'est une compétitivité, c'est un gain de compétitivité énorme, forcément. Mais naturellement, je parlais de la mondialisation. En fait, on retrouve ces politiques qui n'ont pas eu assez de mondialisation et qui veulent aujourd'hui, par d'autres procédés, par d'autres stratagèmes, développer et amplifier le principe de la mondialisation, du sans-frontiérisme. Voilà, on est exactement dans cela, sauf que aujourd'hui, on se rend bien compte, pour sauver nos emplois, pour sauver notre agriculture, pour sauver notre industrie et notre économie, il faut justement des frontières pour nous protéger. Oui, mais on va te dire que ça, c'est l'ancien monde, ça. Voilà, on l'a toujours entendu, les frontières, avec des barbelés, des ceci, des cela, on connaît tout à fait la caricature. Tu te replies sur toi-même. Exactement. Ah, je me mets dans la peau on connaît ça par cœur. D'un journaliste de France Inter, je me sens bien. Respire par le nez, ça va bien se passer. On voit bien que ce n'est pas vrai et les Français s'en rendent compte. Les Français, aujourd'hui, ont été sacrifiés sur l'autel de la mondialisation. Moi, je viens d'une région, et notamment de mon Ariège natal, berceau du textile, où l'ensemble des usines ont pied boutique, ont mis la clé sous la porte, et où tous les emplois ont été sacrifiés, accompagnés naturellement par les fossoyeurs que sont les syndicats, qui ont accompagné justement cette décroissance économique. Les traités de libre-échange aujourd'hui, c'est la nouvelle mondialisation mise en place. Donc toi, si on a bien compris, on est à l'extérieur des frontières, on essaie de se protéger en tout cas. On essaie de se protéger un maximum de ce qui pourrait concurrencer de manière déloyale notre agriculture, et c'est bien normal. Mais j'ai quand même envie de te dire, c'est cool. Nous, on produit du bon vin en France. On va donner aux Argentins du super vin. On va donner aux Brésiliens du bon Roquefort. Attends, mais c'est un marché qui s'ouvre énorme. Alors, si c'est du vin de Fronton et du Roquefort, effectivement, d'Aveyron, effectivement, ça ne peut qu'être bon. Sur le vin de Fronton, c'est du placement de produit. Voilà, sur le vin de Fronton, on va peut-être rentrer en débat là-dessus, mais bon. Je vais te convaincre, tu le sais. Mais tu parles du vin de manière générale. Après, pour tous les agriculteurs, j'évoquais l'exception agriculturelle. C'est aussi permettre de garantir un revenu décent pour les agriculteurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et quand je parle avec les agriculteurs, quand je parle avec les viticulteurs,
parce que de manière générale, tu voulais évoquer les spiritueux, on le sait, qui pourraient potentiellement être avantagés. Mais que nous disent les viticulteurs? Nous voulons travailler et être rémunérés à notre juste prix. Donc justement, pour avoir un prix garanti, il faut justement avoir cette exception agriculturelle pour retrouver nos souverainetés et nous permettre de pouvoir nous développer et pouvoir derrière, une fois bien développé, de pouvoir exporter. Et entre nous, les produits français, quels qu'ils soient, sont des produits qui sont renommés, qui sont attendus et qui sont de qualité. Mais justement, là c'est cool, on va rincer en fait toute l'Amérique du Sud de notre vin, de notre fromage. Les mecs vont se régaler. Je sais par exemple que les Chinois adorent le vin français. Bon, ben ça va peut-être être pareil pour les Brésiliens, non? Qu'est-ce qui te garantit qu'un Chilien va manger du Roquefort et va boire, allez, je vais pas dire du Fronton, mais va boire des vins d'Oc ou des vins de Bourgogne? Voilà, c'est en fait, rien ne nous le prouve, rien ne nous le garantit. Donc en fait, on nous vend quelque chose où on n'a pas la garantie d'en tirer des bénéfices, quoi. Pas du tout. Bon. Mais c'est tout le problème de la mondialisation. C'est ouvrir les portes et les fenêtres et attendre de voir. Ouais. Sauf que, surtout que je pense qu'on fait tous pareil. On adapte l'ouverture des portes et des fenêtres en fonction du temps. C'est sûr que s'il fait beau temps, on a tendance à ouvrir. Quoique, si on est en pleine canicule, on va plutôt fermer. C'est quand même conseillé. Et comme le dit le gouvernement, il faut aussi boire. Hein. Il faut s'hydrater. Pas que du Fronton. Même si je le conseille encore une fois. Mais voilà, c'est toujours pareil. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'être spectateur, il faut être acteur et il faut reprendre les manettes. Bon, et surtout que c'est un marché quand même à faible pouvoir d'achat, donc c'est vrai qu'on n'est peut-être pas, voilà, on n'a pas la garantie vraiment que les mecs vont déguster du Creuse Hermitage ou du Côte de Beaune, quoi. Ça, c'est sûr que. Permets-moi d'en douter. On verra. Bon, dernière question. Non, nous ne verrons pas, puisque j'ai espoir en la Cour européenne de justice qui va justement sanctionner et invalider le Mercosur, qui nous permettra de revenir avant et de casser le traité. Bon, on espère évidemment. Concrètement, imaginons que ce traité passe définitivement, c'est foutu, le Mercosur va exporter en masse de la viande en France, même s'il y a des clauses de sauvegarde. Alors on rappelle, les clauses de sauvegarde, c'est fait pour, si jamais on se rend compte qu'il y a trop de viande bovine qui arrive en France et qui dépasse en fait notre production, on dit stop, on arrête d'en importer pendant quelques semaines, quelques mois. Bon, est-ce que ça, t'y crois, en rapide, t'y crois ou c'est de la flûte? C'est de la flûte. Je dirais pas ça. C'est le petit sparadrap que tu mets sur le petit bobo. Voilà, c'est de l'incantation. C'est en fait on nous vend du rêve. Voilà. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient, c'est ça. Tu l'as dit. Voilà. Mais ça, on a l'habitude. Hein. Ça fait 50 ans qu'on nous promet. Je chante très mal. J'aime beaucoup chanter, mais je chante très mal. Voilà, je vais pas chanter Dalida, hein. Parole. Concrètement, à l'échelle individuelle, qu'est-ce que les Français qui nous regardent, j'espère en nombre aujourd'hui, pourraient changer pour qu'en fait, ce traité de libre-échange, ce Mercosur, n'ait pas de répercussions sur l'agriculture française? Parce qu'il y a des magasins, typiquement, j'avais entendu Michel-Édouard Leclerc dire que c'est génial, les prix vont baisser pour les viandes dans les magasins Leclerc. Et à contrario, j'ai vu que le patron de Super U, alors il s'appelle pas Monsieur Super U, donc je sais plus son nom, mais avait dit que lui s'opposait totalement à cette importation en masse de viande et qu'il ne travaillerait qu'avec des producteurs français. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à l'échelle individuelle, pour s'opposer au Mercosur? Il y a beaucoup de questions. Et il y a beaucoup de réponses à t'apporter. Déjà, les plus simples, on va faire. Le Mercosur, c'est en fait un choix de société. C'est un choix de société. Moi personnellement, je suis opposé au déclassement. Je suis opposé à l'appauvrissement. Je refuse que mon pays devienne un pays du tiers-monde. Voilà. Alors c'est sûr que quand on entend Michel-Édouard Leclerc, c'est génial, on va avoir des produits, ça va être moins cher, etc. Mais moins cher et consommer de la merde, je vais pas faire Jean-Pierre Coff, hein, bon, paix à son âme, mais concrètement on a toujours
les plus jeunes comme moi, on se rappelle de Jean-Pierre Coff qui disait « mais ça c'est de la merde !» Mais oui, mais là on y est en plein. Voilà. Moi je suis désolé, je n'ai pas envie que mon peuple, je n'ai pas envie que les Français mangent de la merde. Oui, on mais- est le pays de la gastronomie. On a une éthique. Et je souhaite, en tant que politique, que nous nous élevions. Je souhaite que les Français de la classe moyenne, des classes plus modestes, s'élèvent et consomment mieux. Parce que mieux manger, c'est aussi vivre en bonne santé. Oui, mais Donc après, ça, c'est quand même important de le dire. Et puis, il y a tu une vas me dire, réalité qu'est-ce qu'on économique. peut faire? Non, mais il y a une réalité économique. Je suis d'accord. Mais c'est le rôle du politique. Et donc, que peut faire le citoyen? Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement en rapide là? Je suis un politique, je ne sais pas répondre rapide. Ben, je vois Tu ça. le sais. Donc, que peut faire un citoyen en essayant de répondre rapidement? Voter. Voter aux élections et à toutes les élections pour envoyer dans les différentes instances des dirigeants qui ne les trahiront pas. Des dirigeants qui ont une ligne claire, qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font, et qui changeront justement cette politique. Parce que c'est encore une fois une histoire de choix politique. Et la deuxième chose, quand on le peut, de point de vue économique, parce qu'effectivement, il y a un problème de coût, oui. c'est privilégier les circuits courts. Et là, on a, quand on s'y intéresse, de grosses surprises quand on va à la ferme, voir les producteurs à côté de chez soi. C'est vrai que c'est un truc psychologique, c'est pas forcément plus cher chez le boucher du coin qu'en grande surface. Hein. Généralement, c'est pas forcément plus cher. C'est quelques euros de plus, mais même pas. Même pas parce qu'en plus tu rajoutes le contact humain, tu rajoutes aussi des conseils de cuisine et toujours il y a un petit cadeau que Michel-Édouard Leclerc te fait pas forcément, voire même pas du tout. Ça dépend de la carte de fidélité. Et derrière, oui encore, les avantages ont beaucoup diminué. Dernière chose, regardez les étiquettes, regardez la provenance. Il faut que, il faudrait essayer de prendre cette habitude de regarder les étiquettes, de regarder la provenance et de privilégier les produits français, les produits européens à défaut, plutôt que des produits d'ailleurs. Je citais l'exemple de la banane, mais voilà, quand on est sur l'étalage face aux différents choix de bananes, qui nous parlent souvent d'Antilles, les producteurs de bananes antillais ont monté un concept de l'eau de banane avec un léger strap bleu, blanc, rouge pour identifier la banane française. Eh bien, elle ne coûte pas plus cher. Et j'invite donc tout le monde à privilégier cette banane-là. C'est un acte militant dans la consommation, mais aussi, encore une fois, c'est bon pour la santé. Donc vraiment consommer local, consommer français. Et si on a moins de moyens, peut-être consommer moins, mais de meilleure qualité en fait finalement. On va essayer de prioriser, mais en tout cas, si à l'échelle individuelle, voilà, vous aussi vous êtes contre ce traité du Mercosur, vous pensez que voilà, il nuit aux intérêts français et aux intérêts de nos paysans. Bon ben l'idée c'est de consommer proche de chez vous, français. Vous allez chez le boucher, vous allez au marché, et c'est comme ça un peu que parce qu'en fait le pouvoir. Tu as oublié le boulanger, j'y tiens. Le boulanger. Mais en fait le pouvoir en fait il réside dans ta carte bleue, le pouvoir. Il réside dans ta carte bleue, il réside dans ce que tu, effectivement, quand tu consommes. Après, il faut avoir aussi le temps. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que nous avons là aussi une société qui est un engrenage où on n'a jamais le temps de rien, où on ne se donne pas le temps. Ouais. C'est toujours pareil, où on se crée des besoins. Donc, tout ce système-là fait que, justement, on se coupe de la réalité, on se coupe du réel, on se coupe de la proximité. Ce qu'on avait un petit peu redécouvert, hashtag un petit peu souvenir au moment du confinement, où d'un coup, les Français avaient redécouvert les circuits courts, avaient redécouvert bien manger, les produits de la ferme, etc., qui la plupart sont revenus, en reprenant leur vie normale, sont revenus à leurs habitudes passées, ou leurs mauvaises habitudes passées, alors qu'on entendait des discours « Ah, c'est terminé maintenant, je vais changer mon mode de consommation, etc. » Alors après, on le fait tous. Hein,
Je suis pas là On n'est pas parfait, c'est clair. pour jeter la pierre à qui que ce soit. Et on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Mais il est de la responsabilité des politiques. Il est de la responsabilité des politiques d'apporter une meilleure qualité de vie aux Français. Et l'alimentation en fait partie. Et au-delà de la qualité nutritive, de la qualité de l'alimentation, il en va aussi du sort de l'agriculture et des agriculteurs qui sont les sacrifiés, les nouveaux sacrifiés sur l'autel du fédéralisme et de la mondialisation. Et à titre personnel, et je sais que je peux parler au nom de mon mouvement, nous sommes déterminés à les défendre, nous sommes à leur côté, et notamment, je peux que parler dans ce podcast de mon collègue Gilles Penel, très engagé sur les questions agricoles ici au Parlement européen, qui siège dans la commission Agri, et c'est un combat acharné de tous les jours qu'il mène avec brio, et je suis très souvent à ses côtés pour notamment lui faire remonter la situation occitane, qui est une situation très particulière, mais où justement une ruralité, un territoire qui souffre beaucoup de ces décisions politiques. On espère pouvoir inviter d'autres députés dans les semaines, dans les mois à venir, évidemment, dans ce podcast. Bon, en tout cas, merci Julien. On espère évidemment qu'on vous aura éclairé sur ce traité du Mercosur, qu'on vous aura peut-être donné un avis si vous n'en aviez pas avant. En tout cas, on espère qu'on vous a régalé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker évidemment cette vidéo, de la partager autour de vous, évidemment. Et puis, on va se retrouver dans quelques semaine, on va dire, normalement, je dis bien normalement, en direct de Strasbourg. On va réserver un petit hémicycle et on va se faire une petite émission en direct du Parlement européen à Strasbourg. Donc, c'est important qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Et eh bien, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances, évidemment. Mettez de la crème solaire, parce que moi, j'ai attrapé un coup de soleil. Je peux te dire que le contact de la chemise avec ma peau depuis quelques jours, ça fait mal. Et je vous dis à C'est pas à Bruxelles. Non, c'était pas à Bruxelles. Ça, il n'y a aucun risque. Ah, mais me lance pas sur Bruxelles. Allez, à bientôt. Merci.